BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Alexandra. Bonjour Emmanuel. Alexandra Paget, rédactrice, journaliste à la rédaction de BFM Business et qui est notre bibliothécaire du jour. Alors Alexandra, c'était la rentrée scolaire, une rentrée pas très apaisée comme toutes les dernières rentrées, et c'est l'occasion de se pencher sur un livre qui avait fait grand bruit quand il était sorti sur l'éducation, c'est La fabrique du crétin de Jean-Paul Brigelli. Alors, l'éducation, c'est la mère de toutes les batailles, en tout cas celle d'Emmanuel Macron, dit-il. Et ses objectifs au président de la République semblent répondre directement à la description que fait Jean-Paul Brigelli de l'éducation nationale, sauf que cette description, il l'écrit en 2005. Donc, il est enseignant de formation, Jean-Paul Brigelli, donc il sait à peu près de quoi il parle quand même. Et selon lui, en 40 ans, le système éducatif français produit des élèves qui ne savent plus ni lire, ni écrire, ni compter, donc penser. Un système éducatif, Emmanuel, qui est de plus en plus démissionnaire de son rôle fondamental et qui n'est plus le moteur d'un ascenseur social en panne. Dans le pays des Lumières, c'est moyen. Le programme du président de la République, donc, vise à remettre à l'école le cœur des savoirs fondamentaux, je cite. Mais comment Jean-Paul Brigelli dissèque-t-il finalement cette dégradation, j'ose pas parler de descente aux enfers de notre système éducatif? Alors, l'équation est la suivante. Enchaînement de fausses bonnes idées, nouvelle pédagogie avec des majuscules à nouvelle et à pédagogie, et dogmatisme échevelé, et ça donne une déconstruction de l'autorité, de la qualité et de la densité des savoirs, selon Jean-Paul Brigelli toujours, c'est pas moi qui le dis, des savoirs et des processus de sélection. Ça, en revanche, c'est avéré. De 60% de réussite au bac en 1970, on est passé à 90% aujourd'hui, sous prétexte d'une société plus égalitaire. Le niveau dégringole dans toutes les matières, particulièrement en histoire et en littérature, où selon Jean-Paul Brigelli, on est proche du néant, je cite. Et puis je vous cite un extrait, et ça pour le coup c'est du vécu, c'est de l'expérience. On lui a déconseillé au nouvel enseignant qui sort de l'UEFM, j'entends, l'encyclopédisme, on lui interdit la culture, la sienne. Mettez-vous plutôt à l'écoute de leur culture, lui dit-on, étudiez le rap, travaillez NTM. Alors, il n'y a rien de mal à étudier et à travailler NTM, mais si on ne fait que ça, c'est un peu embêtant. Et puis, je vous cite aussi Paul Gut, la France de demain sera la conséquence de l'école d'aujourd'hui. Et voilà comment l'a décrit pour terminer Brigelli dans son livre. Une classe ouvrière nourrie de 800 mots de vocabulaire, c'est bien suffisant pour obéir et se taire. Et c'est parfaitement dépourvu de tout moyen de s'insurger qu'ils sortent de l'école. Un diagnostic encore plus inquiétant, Emmanuel, à l'heure du numérique. Merci Alexandra, c'est l'heure de retrouver notre globetrotter Benaouda Abdelhaim. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Benaouda, bonjour. Allez Benaouda, notre moisson hebdomadaire d'études glanées à travers le monde entier. Et on commence par le Vietnam. Benaouda, perception vietnamienne dans une relation sino-américaine en mutation. Alors Joe Biden était en début de semaine à Hanoï, visite éclair mais très importante. Le président américain y a conclu un partenariat stratégique renforcé, très orienté vers l'économie et les technologies, entre autres pour que le Vietnam s'insère dans les chaînes de production de composants électroniques, de semi-conducteurs, alternatives de celles de la Chine. Ce travail d'analyse publié quelques jours avant cette visite est signé de deux chercheuses à Singapour de l'Institut ISEAS, Yusof Ishak, et il y est décrit des relations ayant progressé de manière exponentielle, je cite, entre le Vietnam et les États-Unis. Commerce et investissement ne cessent de prendre de l'ampleur. Sharon Sia et Indira Zara Eradati expliquent à quel point pour Washington, les Vietnamiens sont perçus comme des poids lourds dans la communauté économique en cours de formation en Asie du Sud-Est au travers de l'ASEAN. Depuis qu'a été mis en place un accord bilatéral en 2007, le Vietnam est devenu le 10e partenaire des États-Unis au monde pour les marchandises. L'an dernier, il s'est échangé entre les deux pays pour 139 milliards de dollars
$. C'est 300 fois les volumes enregistrés par rapport à la normalisation de la relation qui avait été actée en 1995. Et tout semble indiquer que cette courbe va se prolonger. D'autant que d'après la 4e enquête annuelle de cet institut singapourien, la perception de cette relation au Vietnam, parmi ceux qu'on appelle les leaders d'opinion, c'est-à-dire aux cadres d'ONG, aux fonctionnaires ou chefs d'entreprise, reste stable, contrairement à celle avec la Chine, qui connaît de plus en plus d'oscillations et des bas davantage que de hauts. Qu'ils aient 20 ou 65 ans, ces leaders d'opinion, entre guillemets, vietnamiens, il semble bien qu'il y ait là, chez eux, la volonté de resserrer les liens avec les Américains. Seul 1 sur 5 ne leur fait peu confiance. Au moment où l'état de santé du modèle allemand inquiète, Benahouda, vous nous décrivez le paysage du travail en Bavière. Oui, développement dans les villes et districts. Cette région prospère s'il en est d'Allemagne, n'en est qu'aux prémices de ces pénuries de main-d'œuvre. Et c'est un rapport de la Fédération de l'industrie bavaroise, la FBW, qui a établi des projections à 2035. Il va alors manquer en Bavière quelques 400 000 travailleurs. La population active réellement disponible passerait de 6,6 millions à 6,2 millions. Beate Neubauer et ses co-auteurs préviennent que des goulets d'étranglement vont se retrouver dans 26 des 36 principaux secteurs professionnels étudiés, dans le transport public, comme partout ailleurs d'ailleurs. Ce serait 66 000 postes qui ne pourraient pas être pourvus, presque autant dans les métiers de la propreté. Il y a aussi 31 000 dans l'ingénierie du bâtiment, 20 000 dans la métallurgie, 18 000 dans la machine-outil, et rares seront les excédents de main-d'œuvre. Il y a la publicité marketing, ce sera 15 000. Mais il y a aussi une cartographie régionale de ces pénuries. Et il y a d'abord un clivage nord-sud en Bavière, et puis aussi entre les districts ruraux, où les baisses se révèlent supérieures à la moyenne, tandis que les métropoles, les agglomérations, observent une tendance plus favorable. Les départs à la retraite deviennent toujours plus nombreux par rapport aux rentrées dans la vie active. Le déséquilibre devient structurel. Les auteurs de la FBW considèrent aussi que pour atténuer cet impact de ce choc structurel, en Bavière, il va falloir des efforts pour parvenir à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, convaincre les gens que c'est possible. Ce qui, disent-ils, requiert de mettre en place des incitations, sinon il y aura encore moins de forces vives demain dans cette région moteur de l'économie européenne. La sonnette d'alarme est tirée. Allez, on termine par un petit séjour touristique au Mexique. Oui, résident d'une destination touristique soleil et plage du nord-est du Mexique. Cet été, partout dans le monde, vraiment partout dans le monde, on l'a encore vu cette semaine en Colombie, la notion de surtourisme perçue comme un fléau, s'est imposée dans le champ médiatique mondial. On est toujours le surtouriste d'un autre. Et l'activité touristique forme aussi maintenant un champ académique. Et comme ici dans la revue semestrielle Tourisme et Société publiée par l'Université Externado de Colombia à Bogota, 2 économistes mexicains ont évalué les perceptions dans une ville du nord-est du Mexique qui donne sur le golfe du Mexique, donc sur l'Atlantique, Ciudad Madero. 210 000 habitants, devenue une destination soleil-plage. José Vicente Jaramillo et José Raúl Luyando ont interrogé 384 résidents permanents en constituant un échantillon représentatif avec la rigueur académique requise. Alors globalement, il se dégage une opinion positive quant au surcroît d'investissement que cela a apporté à la ville et aussi pour l'emploi, ce qui améliore les conditions de vie, les infrastructures locales. Et il y a aussi l'impulsion de cette évolution que cette évolution du tourisme a donné à la production locale, à l'artisanat notamment. Alors pour le négatif, il y a 2 reproches centraux qui ressortent, une augmentation de la pollution et une recrudescence de la délinquance inhérente au flux touristique. Les habitants reprochent en plus à ce tourisme une contribution accrue à l'inflation. Une série de propositions venant des habitants est là aussi structurée et tourne autour d'une demi-douzaine de points. L'un d'eux, c'est une volonté de réglementer de façon plus stricte l'un des éléments les plus visibles de cette activité, les hôtels des grandes chaînes internationales qui profitent souvent, selon eux, de la faiblesse ou même de la corruption des autorités locales pour construire dans des endroits qui causent de la pollution et des dommages à la plage, dommages irréversibles selon les habitants. Ciudad Madero veut encore croire à un soleil rentable et durable. Merci beaucoup, Benahouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Julien Damon, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ? Puisque dans cette émission, on a beaucoup parlé de protection sociale et de droit social, en critiquant un peu les ouvrages qui nous étaient proposés, je propose de revenir aux fondamentaux et pour les gens que la question sociale intéresse, de lire
par petits morceaux, parce que c'est un pavé, les œuvres choisies de droit social de Jean-Jacques Dupeyroux. Alors Jean-Jacques Dupeyroux est un grand professeur de droit social, disparu il y a 3 ans, et ses amis, ses collaborateurs, ses proches ont réuni ses travaux, ses principaux travaux, ces extraits de la grande revue qu'il dirigeait, qui s'appelle toujours Droit social, sur le droit du travail d'une part, et sur le droit de la protection sociale d'autre part. Je ferai une toute petite réserve, c'est que Jean-Jacques Dupeyroux était aussi un spécialiste de San Antonio, et qu'ils auraient peut-être pu nous glisser quelque chose. Pour le reste... vous auriez voulu les deux, vous. Oui, pour le reste, écoutez, si vous vous intéressez un tant soit peu à ce qui nous entoure, en termes sociaux, on le met au pluriel, jetez-vous dans le Dupeyroux. Très bien. Christian Chavagneux. Moi, c'est la rentrée, donc un manuel d'économie pour les étudiants et étudiantes qui vont commencer leurs études d'économie en licence. Le grand manuel d'économie politique, à peu près une 60aine d'auteurs, donc c'est vraiment un travail impressionnant. C'est un vrai manuel, donc on retrouve tous les thèmes classiques qu'on va traiter, la monnaie, l'entreprise, l'État. On voit que quand même la science économique évolue parce qu'il y a les inégalités, il y a l'environnement, des thèmes qu'on n'aurait pas trouvés il y a quelques années. Mais surtout, ce que j'ai bien aimé dans ce grand manuel, c'est que pour chaque chapitre, on va dire voilà, il y a des économistes qui pensent ça, et d'autres qui pensent autrement. Il y a un vrai pluralisme des idées. Vous ne nous avez pas cité les auteurs, Christian. Alors, il y a une 60aine d'auteurs, je ne vais pas tous vous les citer. Alors, l'éditeur, c'est chez Duno. Il me semble que c'est chez... Le titre, ça s'appelle... Le grand manuel d'économie politique. Okay. Je me trompe peut-être d'éditeur, mais il y a 3 coordonnateurs, 2 coordonnatrices, un coordonnateur, pour un grand ensemble de 60 auteurs, au total 40 lecteurs. Et encore une fois, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a du pluralisme à chaque fois. On montre aux étudiants que lorsqu'on se fait ses convictions en économie, eh bien, il va falloir choisir parce que tous les économistes ne pensent pas la même chose et c'est tant mieux. Et c'est bien chez Duno, Christian. Et c'est bien chez Duno, voilà, merci. Et moi, j'ai choisi L'incroyable histoire de l'argent par Benoît Simat et Tristan Garnier. Alors c'est aussi l'occasion de rendre hommage à cette collection, L'incroyable histoire de, parce que à chaque fois, ce sont des ouvrages qui sont, c'est des bandes dessinées, d'abord, avec des textes qui sont vraiment attrayants, c'est concis, c'est précis, il y a beaucoup de pédagogie, beaucoup d'anecdotes, de l'humour, et donc là vous saurez tout sur l'histoire de la monnaie de Crésus au Bitcoin. Benoît Simat, c'est lui aussi qui était l'animateur des incroyables histoires de... Alors rien à voir les 2 précédents volumes, puisque l'avant-dernier, le premier qui a fait vraiment un carton, c'était l'incroyable histoire du vin. Pas l'église. Alors je ne sais pas, moi j'ai pas l'église en tête, mais il y a l'incroyable histoire du vin, ensuite il y a eu l'incroyable histoire de la bière, voilà, et maintenant l'incroyable histoire de l'argent, mais c'est une très belle collection et c'est publié aux Arènes. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là évidemment, bonne lecture.